Et vous n'étiez pas un peu surprise de la voir comme ça? Ah si, quand je l'ai vue, j'ai failli m'évanouir. Je crois que les infirmières étaient là pour me donner une chaise pour m'asseoir. J'ai tout de suite fondu en larmes. Je me disais, mais comment ça a pu m'arriver? Et je me suis dit, ça existe aussi des bébés comme ça? Je vous dis pas. Et tout de suite, je suis sortie de la chambre. Vous n'étiez pas du tout préparée, en fait? Pas du tout, je n'étais pas du tout préparée. C'est vrai qu'on me disait qu'elle était petite, mais bon, je me disais, oui, petite, peut-être... Je n'ai jamais su qu'on pouvait mettre au monde un bébé de quelques grammes. Elle pesait combien? 650 grammes. Elle était vraiment toute petite. On dirait pas à la voir. Ah oui, ah oui, pas du tout. Marianne, quand elle est née, elle ne ressemblait à rien. Nous étions juste venus passer le week-end à Paris pour nous détendre et le travail a commencé le deuxième jour, le matin. Nous n'étions là que pour une soirée. J'ai commencé à avoir des contractions et là ils m'ont emmenée à l'hôpital américain et ils se sont rendus compte que mon col était dilaté de 2 cm. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider et qu'ils devaient me transférer à l'hôpital Port-Royal. Là, le travail a commencé et j'ai accouché à 8 heures ce soir-là. Ça a été vraiment une journée terrible. Ils m'ont dit, elle est prématurée, elle va sans doute avoir une infection, elle ne va pas pouvoir respirer toute seule, elle ne va pas pouvoir digérer, elle ne va pas pouvoir faire tout cela comme elle l'aurait fait dans mon ventre. Elle est entièrement dépendante des machines. Donc au début, je pense que vraiment vous... Allez, allez mon cœur, allez, allez. Les médecins nous ont demandé si nous voulions qu'ils la ressuscitent ou si nous voulions laisser faire la nature si jamais elle ne devait pas survivre. Je pense que ça a été la décision la plus difficile à prendre. Est-ce qu'elle va survivre à 24 semaines? Est-ce qu'elle aura des problèmes de cerveau? Est-ce qu'elle va... Vous savez, toutes ces choses qui vous passent par la tête. Les enfants qui arrivent ici sont le plus souvent nés prématurés. Et comme ils sont prématurés, ils sont vulnérables et fragiles. Tous les organes sont bien là, mais ils sont immatures et fragiles. Et donc il faut aider ce bébé à avoir un développement dans un milieu complètement différent du milieu intra-utérin. Le bébé change brutalement de milieu. Il passe de la vie dans l'eau, in utero, à la vie dans l'air. L'urgence pour lui, c'est respirer. L'apport de l'oxygène est essentiel au développement de son cerveau. Il va falloir l'aider grâce à une sonde d'intubation reliée à une machine qui lui fournit de l'oxygène. Pour certains enfants plus matures, un système de ventilation plus léger peut suffire. Un des médicaments qui a beaucoup changé le devenir des enfants nés très prématurés dans le monde est l'utilisation du surfactant.
Le surfactant ce sont des protéines qui tapissent les alvéoles du poumon et qui permettent au poumon de bien rester ouvert, même en fin d'expiration. Les bébés très prématurés n'ont pas cette substance dans les poumons et du coup, quand les bébés naissent, leurs poumons sont très fragiles, voire malades, car les poumons se collabent en fait. Maintenant, en fait, on peut instiller le surfactant par la sonde d'intubation et du coup, les poumons se déplissent, s'ouvrent et l'enfant peut avoir des échanges gazeux de façon bien moins invasive. Donc aujourd'hui, c'était repos. Allez, on va aller dans le vestiaire. Alors, elle n'est plus dans sa couveuse, tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, maintenant, elle peut se réchauffer toute seule. Ah bah alors c'est bien. Donc, elle est un peu plus grande que mon bébé, tu vois, il n'est pas très bien ajusté, mais enfin, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Plus grand-chose, en fait. Voilà, parce que maintenant, elle a bien grandi, elle se débrouille bien sur un plan respiratoire, elle a bien avancé, ta petite sœur. Ce qui fait que ce qui lui reste, c'est des petits électrodes comme ça. Donc, tous les bébés ont ça dans le service. Et ça sert à quoi? Et ça permet de... Tu vois, ils vont être reliés à un petit monitoring. Tu verras une petite télévision à côté d'elle. Et ça permet de surveiller son cœur et sa respiration. Alors, comme elle ne mange pas encore toute seule, peut-être qu'elle a commencé à les biberons. On lui met un petit peu de lait en même temps que sa sonde pour qu'elle déglutisse le lait, qu'elle en reconnaisse le goût et que, je pense, son cerveau lui dise, voilà, quand tu as le lait, tu l'avales par la bouche. Parce que là, pour l'instant, c'est la sonde directement dans l'estomac. Et alors, pour manger, puisqu'elle n'est pas encore autonome sur un plan alimentaire, elle a une petite sonde gastrique, tu vois, qui est comme ça. D'accord. Donc, elle a cette partie-là, à peu près, qui est passée dans la bouche. Voilà, et qui va jusqu'à son estomac, à peu près jusque-là. Et ça lui fait pas mal? Non. Non, ça, voilà. Bon. Alors, il y a quand même une différence entre voir sa petite sœur en photo ou en film et la voir pour de vrai. Bon. Ça va au niveau des questions? T'es prêt à y aller? Jennifer, c'est celle qui s'essuie les mains. Donc voilà Jennifer, l'infirmière qui s'occupe de Louise. On en a fait Voilà. deux. T'as vu en film déjà. L'autre jour, j'ai filmé la petite, on te voit et il savait qu'il allait te voir aujourd'hui. Donc c'est la surprise. Elle est au lit. Elle n'a pas la couveuse. C'est la première fois qu'elle le voit. Bonjour ma chérie. Bonjour Louise. Tu dors bien, dis donc. Elle était réveillée. Bonjour ma petite puce, tu fais un gros dodo, dis donc. Elle a sa petite souris, t'as vu? Coucou. Qu'est-ce qu'il donne, ses frères? Elle est là, la petite fille. Elle est dans son petit lit. Louise. Elle est mignonne. Ouais. Ah bah fais pas cette tête là, Louise. Oui. Tu vas voir, ça va être top. Thibaut, t'as beaucoup de chance. Je vais l'apporter. Ça va, c'est pas trop lourd? Parce qu'elle fait quand même 1,6 kg, hein. Thibaut. Super. Les 3 derniers mois de la grossesse, les neurones dans le cerveau commencent à se connecter entre eux à une vitesse fulgurante. 1 million de connexions se créent chaque seconde. À ce moment-là d'existence, c'est-à-dire, je dis en gros, les 3 premiers mois avant la naissance, le cerveau se développe d'une manière maximale. C'est une période de la vie où la construction du soft, on dirait maintenant, se fait.
avec les connexions, les programmes. Enfin bon, voilà, on peut comparer ça d'une manière un peu simpliste à la construction d'un software d'ordinateur qui est, voilà, qui a lieu à ce moment-là. Le cerveau du bébé prématuré est en pleine construction. Il est sous haute surveillance. Je l'avais mise là, je les avais mises là. Sauf si je suis avec la main, je les ai pas mises là. Tu es très très sage, hein? Tu es bien chouchou. Le cerveau d'un bébé n'est pas du tout le même que le nôtre. Il va surtout être lisse jusqu'à à peu près la 30e semaine de vie fétale. Et puis ensuite, il va croître, il va se plisser beaucoup. C'est ce qu'on appelle la giration. C'est ce qu'on voit ici, tout ce plissement. Ce qu'on voit également là. Vous voyez, c'est complexe. Il y a ce qu'on appelle des circonvolutions. Et ceci n'existe pas avant la toute dernière fin de grossesse. Et en réalité, ces circonvolutions sont une façon d'augmenter considérablement la surface de l'écorce cérébrale, la surface du cortex. Le cerveau du prématuré est en pleine croissance. Les 3 derniers mois de la grossesse vont aboutir à une augmentation massive du volume du cerveau. Et on sait maintenant, malheureusement, qu'un certain nombre de ces prématurés auront une croissance ralentie de leur cerveau. Alors, certaines parties du cerveau sont plus atteintes que d'autres, notamment la substance grise. Donc, la substance grise, c'est là où sont les neurones, c'est-à-dire la surface du cerveau. Cette partie-là sera réduite à un plus petit volume qu'un nouveau-né qui va naître à 9 mois de grossesse. Et là aussi, on pense que cette réduction du volume explique en partie les problèmes d'intelligence au sens large que ce prématuré risque d'avoir par la suite. Voici l'image IRM du cerveau d'un enfant né à 9 mois de grossesse à sa naissance. Et celle du cerveau d'un grand prématuré au même âge, c'est-à-dire au terme prévu. Il est plus petit et plus lisse. Pour prévenir les handicaps, l'enfant prématuré sera suivi jusqu'à l'âge de 7 ans grâce à des tests de motricité et d'intelligence. Alors regarde. Hop, là tu vas juste me montrer avec ton petit doigt, toi. Il est où le pied? Très bien. Toi, tes pieds, ils sont où? Ils sont là. Je vais te chatouiller les pieds. Montre-moi la tasse. Ouais. Tu bois quoi, toi, dans la tasse? Tu bois du lait? Du chocolat? Pour que 2 neurones puissent se parler, il faut qu'ils soient connectés entre eux par ce qu'on appelle un axone, qui est une sorte de fibre, comme un câble électrique, qui est effectivement parcouru par un courant électrique. Et pour que ce courant électrique se propage à une vitesse suffisante pour qu'on puisse fonctionner vite, il faut que ce câble électrique soit entouré d'un isolant, comme dans la maison, les fils électriques sont entourés d'un isolant, et cet isolant, c'est la myéline. Et malheureusement, certains prématurés auront trop peu de myéline, trop peu de cet isolant électrique, et donc le cerveau fonctionnera anormalement. Allez monsieur, on va s'habiller. Il est où ton pouce? On sourit à la caméra.
serait sympa que tes deux mains qui sortent. T'as fait quoi là? Bah oui. Oh. Bah, j'ai le droit de te dire qu'on a deux mains et qu'on les montre. Non, tu veux pas? Hein? On se remet sur le côté? Puisque ouais. Non, 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 non. T'as pas super bien digéré donc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? T'es en train de regarder le truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ouais. L'environnement en service néonatal est très très différent du ventre de la maman. Dans le ventre de la maman, l'enfant bien sûr entend, goûte, ressent des choses, mais tout est amorti fortement. Par contre, après la naissance, l'enfant est complètement exposé à tous les stimuli, à un stade de développement où normalement il ne devrait pas être exposé à ces stimuli. Et donc progressivement, les médecins et les infirmières, c'était très important dans ce mouvement-là, ont compris qu'il fallait essayer de réduire au maximum tous les stimuli qui pouvaient perturber le développement du bébé nouveau-né prématuré. Le moindre stress provoque une surtension artérielle pour l'enfant. Pour éviter cela, les infirmières vont tout faire pour réduire au maximum toutes ces agressions. Elles vont s'efforcer de protéger l'enfant, respecter ses rythmes, limiter les agressions sonores, tamiser les lumières pour protéger son sommeil et surtout limiter la répétition des gestes douloureux. Nous avons vu par les études que les nouveau-nés subissent beaucoup de gestes douloureux, certes nécessaires pour leur prise en charge adéquate, mais également nuisibles pour les enfants lorsqu'ils se viennent à répétition. Pour certains enfants prématurés en réanimation, on peut leur faire 20, 30, voire plus de gestes douloureux par journée. Quand vous additionnez les nombres de journées qu'un enfant passe en réanimation, on peut arriver à des centaines de gestes qui sont nécessaires pour leur survie, mais qui sont néanmoins douloureux et qui vont laisser des traces. On a découvert non seulement que le nouveau-né était capable de ressentir la douleur, mais en plus que plus il était immature, plus il était jeune, plus il était sensible à la douleur. Un enfant qui n'a 9 mois, et a fortiori un enfant plus grand et un adulte, on a des systèmes qui permettent d'inhiber la douleur. C'est-à-dire qu'au niveau de la moelle épinière, donc dans le dos, on a des systèmes qui font que les stimuli douloureux sont en partie inhibés. Par contre, le prématuré n'a pas encore ce système mis en place. Il le ressent beaucoup plus fortement, c'est beaucoup plus douloureux que pour nous. Et ça va durer dans le temps en plus. Donc non seulement l'intensité va être plus forte, mais la durée de la douleur va être plus forte. Mais il n'y a pas que ça. La douleur, en plus, lorsqu'elle crée des lésions tissulaires, lorsqu'elle crée des modifications profondes au niveau du cerveau, elle donne aussi des modifications ou des anomalies neurologiques, créées simplement ou par la répétition des gestes douloureux. C'est-à-dire que non seulement la maladie qui a été responsable de leur séjour en réanimation va donner des séquelles pour certains enfants, mais le fait d'avoir eu des gestes douloureux pendant cette période de la vie va laisser également des séquelles qui seront peut-être pour certains irréversibles. Des séquelles cognitives, des séquelles de développement qui sont importantes. Le risque qu'un bébé meure, que son bébé meure, et le risque
qu'il puisse être handicapé, on est dans le sentiment d'effroi. Comment est-ce que l'effroi va pouvoir se transformer en une capacité d'être auprès de ce bébé, de comprendre ce qu'il éprouve et de l'aider à pouvoir être consolé. Je l'ai jamais vu à cet état. Hein. Pleurer comme ça. Ça arrive. Regarde ma douce, c'est maman qui est là, ma puce. Ben oui, ça y est, coucou. Elle fait toutes choses avec force. Ah bah oui, ça a de la force. Hein. Wow. Alors que je suis pas comme ça. Mon bébé. Mon trésor. Oh, t'essayes d'ouvrir un petit peu tes yeux? L'amour de maman. Ben oui, hein. C'est génial, il y a maman qui est là. Ah oui. Je vous laisse toutes les deux? Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je reviendrai vers l'après-midi. D'accord. Bon, très bien. Non, tu tires pas la sonde, non. Je suis pas d'accord. Bébé, tu as quoi aujourd'hui? Un prématuré qui ne doit sa vie qu'à toutes les machines qui s'occupent de lui, hein, va forcément développer une relation particulière aux machines. Mais je dirais que ce qui est important aussi, c'est la manière dont sa mère et son père vont utiliser les machines pour entrer en contact avec lui ou pour le connaître. Hein. Si une mère, un père regarde les machines pour savoir comment va le bébé, évidemment, le bébé va être beaucoup plus dépendant de la machine que si un père, une mère prennent le bébé dans leurs bras pour comprendre comment il se sent. Et voilà. Quand on est là, elles font exprès de nous le tourner pour pas qu'on le regarde en fait. Parce qu'après on regarde plus notre bébé en fait, on prend plus l'habitude de le regarder. Voilà, faut regarder s'il change de couleur ou pas, donc là, faut le voir en direct comme ça, faut plus regarder là, en haut en fait. Mais à un moment donné, nous quand on le prenait et qu'on était encore en réa, et en fait on regardait même plus Noah, on regardait en permanence le monitoring pour voir en fait et à partir de là on savait s'il commençait à faire quelque chose, une petite bêtise ou pas et c'est vrai que après il faut complètement arrêter de prendre l'habitude de regarder. Maintenant on regarde plus, mais quand on était en réa, moi je regardais tout le temps, même quand je l'avais en peau à peau. C'était horrible parce que finalement je regardais même plus mon bébé. Quand on pense aux grands prématurés, on pense évidemment tout de suite au risque physiologique, hein, le risque de mort ou le risque de séquelles graves. Mais il faut comprendre aussi, d'ailleurs les équipes le comprennent bien aujourd'hui, qu'il y a aussi un gros risque psychique qui n'est pas seulement lié aux conditions de développement du prématuré, mais qui est également lié à la relation entre la mère et son enfant. Alors pourquoi? Eh bien parce que cette mère qui a soudain perdu son bébé peut avoir l'impression qu'elle est abandonnée par son bébé. Elle peut avoir l'impression que, après tout, son bébé n'était pas heureux à l'intérieur d'elle, que peut-être il a voulu la quitter, peut-être même qu'il aurait envie de quitter la vie parce que sa mère ne lui assurait pas le confort suffisant. Les mères peuvent facilement se sentir culpabilisées de ces situations. Et donc, du coup, le risque est que la mère désinvestisse son bébé, qu'elle le désinvestisse mentalement, qu'elle ne le reconnaisse plus pour être son bébé. Et donc, ça va être très important que l'équipe veille à ce que le lien mère-bébé puisse se recoudre. Et c'est toutes ces sensations partagées peau à peau, partagées entre la mère et le bébé, qui vont faire que la continuité psychique indispensable à la vie du bébé puisse s'établir avec sa mère. Le pionnier de cette nouvelle approche est le professeur Lagercrantz à l'Institut Karolinska de Stockholm. Aujourd'hui, c'est son successeur, le docteur Björn Westrup, qui met en pratique à l'hôpital d'Andrid cette nouvelle méthode appelée soins de développement. Les parents participent aux soins de l'enfant dès la naissance. La qualité de cette relation est un enjeu majeur pour le développement du bébé.
C'est la plus grande maternité d'Europe. Nous avons plus de 10 000 bébés qui y naissent chaque année. Heureusement, tous n'ont pas besoin d'être admis dans le service de néonatologie. Nous nous sommes rendus compte, avec la participation de la famille aux soins des bébés, qu'il était injuste et inhumain de séparer les mères malades de leurs bébés malades. Les pères sont admis près de leur bébé dans l'unité, alors que les mères, elles, seules de leur côté, ont besoin de soins à la maternité. Nous avons donc pensé que nous devrions coupler les soins. Et nous avons couplé les soins de la mère avec ceux de l'enfant. Le grand prématuré restera longtemps à l'hôpital. De 3 à 4 mois, les parents peuvent avoir une chambre au sein même du service, auprès de leur bébé. Et la famille est logée à l'hôtel, dans l'enceinte de l'hôpital. Le point essentiel de cette méthode de soins, c'est qu'elle doit être centrée sur la relation. C'est très important de se lier à l'enfant quand on le soigne, à l'enfant en tant qu'individu. Si on veut comprendre ce qui lui arrive et être attentif à ses réactions. Pour compenser la douleur ou l'inconfort, l'infirmière entoure le nouveau-né, le maintient comme dans un cocon et lui parle. Elle observe attentivement de petits détails, la couleur de sa peau, sa respiration, ses expressions, le moindre de ses gestes. Il est important aussi d'être conscient de nos propres émotions, de ce que l'on ressent quand on soigne un bébé. Parce que si on est bien conscient de ça, on contrôle mieux notre façon de le soigner. Et il y a aussi le rôle des parents, bien sûr. La participation des parents va diminuer le stress du bébé, l'aider à régulariser son rythme cardiaque et sa respiration et diminuer les risques d'infection. Des études basées sur l'imagerie cérébrale montrent un meilleur développement de la partie frontale du cerveau chez les enfants qui ont bénéficié de ces soins. Au début, il y a environ 15 ans, c'était très difficile parce que j'étais attaqué dans les conférences. Les gens pensaient que nos conclusions n'avaient aucune valeur. Vous ne pouvez pas dire que le comportement change quelque chose, que les enfants vont mieux simplement parce que vous êtes plus doux avec eux. C'était une expérience assez intéressante d'être attaqué par tous ces scientifiques. Verbalement, bien sûr, pas physiquement. Et puis, il n'y a pas si longtemps, un professeur étranger m'appelle et me dit qu'il veut venir visiter notre service. J'ai dit, mais attends, tu as été très critique vis-à-vis de nos résultats. Pourquoi tu t'y intéresses maintenant? Ah, écoute, Bjorn, ce n'est pas grave, je sais que tu as raison. Il faut que je vienne voir comment tu as fait. En un sens, c'est bien. Mais d'un autre côté, je suis un peu contrarié. Parce que cela ne montre pas une très grande estime pour l'étude des comportements et des méthodes de soins. C'est bien s'ils sont convaincus par des arguments ou des raisonnements scientifiques. Mais ils ne doivent pas être d'accord juste parce que ça fait bien ou parce que les parents apprécient. Parce que c'est beaucoup plus sérieux que ça, en fait. C'est prendre soin du cerveau. C'est se préoccuper du cerveau des nouveau-nés et de leur future santé mentale et physique. En Europe, dans les autres pays, il y a de plus en plus de demandes pour ce type de soins, mais la proximité mère-bébé dès la naissance est loin d'être une pratique courante.
Elle ne pouvait pas avaler, donc on a dû prendre mon lait et la nourrir avec la sonde. Je n'ai pas pu la tenir dans mes bras au début et je ne pouvais rien faire. J'ai dû attendre 20 jours avant de pouvoir prendre mon bébé dans mes bras. Le nombre de mamans qui broient du noir parce qu'elles sont dans leur chambre, qu'elles n'ont pas encore eu l'occasion de voir leur bébé, etc., etc. Je crois que c'est un stress très très violent. Il y a des choses qui s'inscrivent là dans la maternité, dans la façon dont elles vivent leur maternité, qu'on pourrait, je dirais, soulager. Le sentiment de vide, je pense qu'on appelle ça comme ça. Oui, c'était très difficile. J'ai un fils de 21 mois et chaque soir, en rentrant, lui, je pouvais le prendre dans mes bras pour le bercer. Désolée. Bonjour Bidouille. Bonjour docteur. Ça va? Oui, ça va bien et toi-même? Très très bien. Dis-moi, est-ce que tu auras le temps de voir un petit bébé qui est là? Oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Moyedine. Super. Et je pense qu'il a besoin de rigoler un petit peu avec toi. D'accord, on y va? Bah oui, vas-y. Super. Oui, ma préférée, c'était au tout début que je faisais le clown pour les tout petits bébés. Et je pense que c'est la première fois que je voyais un bébé aussi petit. Il devait peser 500 grammes, c'était une petite fille. Et vraiment, j'étais complètement démunie devant ce si petit bébé qui ressemblait presque pas à un bébé, quoi. Et en plus, elle était pas bien, elle se tortillait, il n'y avait pas de parents. Elle se tortillait dans tous les sens et j'ai commencé à lui parler. Et là, elle a commencé à... Elle me regardait avec des yeux ronds. C'est pour ça que quand tu dis, vraiment, ils perçoivent, quoi, ces enfants, ils sont présents. Elle me regardait avec des yeux ronds, elle s'est calmée, et je lui ai chanté une chanson, et elle m'a écoutée. Et quand ma chanson était terminée, j'ai arrêté, et elle a recommencé à se tortiller. Alors je lui ai reparlé, je lui ai rechanté une chanson. Viens mon petit ours dans mes bras, la nuit est tombée et j'ai un peu froid. Une perle vient de rouler sur ma joue. Tu vas l'essuyer de ton pelade doux. Après avoir passé, je sais pas, un quart d'heure avec cette petite fille, je suis allée voir le médecin, Christian Dacheville, dont on parlait tout à l'heure. Et je lui ai dit, voilà, il vient de m'arriver ça, je suis toute bouleversée. Il m'a dit, va le raconter à ses parents, à sa maman, à son papa, parce que ils n'arrivent pas à vraiment s'accrocher. Ils ont tellement peur qu'elle parte qu'ils ont peur de s'accrocher à elle, de s'attacher à elle, je sais pas comment dire. Donc je suis montée au 2e étage, j'ai toqué à la porte et j'ai raconté en clown ce qui venait de m'arriver, de se passer avec leur petite fille. Et ça les a beaucoup touchés et je suis sûre que ça est allé dans le sens de mon enfant est un enfant, est une petite fille et elle est vivante et elle aime les choses des enfants, quoi. Quand j'étais petite fille, mes moutons j'allais garder. J'étais encore dans ma jeunesse, j'oubliais mon déjeuner. Voilà.
Le contact peau à peau est très important, je pense. On a prouvé que cela aidait les bébés nés prématurés de différentes manières. Régulation de la température, contrôle des infections, contrôle du stress et du comportement de l'enfant dans son ensemble. Pourquoi? Nous ne savons pas vraiment. Mais nous savons de manière certaine que le contact peau à peau permet de libérer beaucoup d'hormones, comme l'ocytocine par exemple, qui est essentielle au développement du cerveau et qui est l'hormone du bien-être. Le peau à peau peut être utilisé comme technique comme stratégie pour diminuer la douleur lors d'un soin, lors d'une ponction veineuse par exemple, cela a été fait, pour diminuer les besoins en oxygène d'un bébé qui est assisté au niveau respiratoire. Donc il y a un pendant fondamental un peu de restauration de l'univers sensoriel que le bébé recherche et qu'il attend, de restauration d'une continuité entre ce qui était interrompu par la naissance prématurée, et puis un pendant pratique d'application de ces stratégies environnementales où les parents ont une grande importance pour justement restaurer un environnement plus humain et plus adapté aux capacités du bébé. À Lausanne, la psychologue Ayala Borghini utilise la vidéo pour analyser l'influence de la relation entre la mère et l'enfant sur le développement du bébé. Ça allait mon cœur. Des fois, les parents ont l'impression que c'est un bébé tellement fragile qu'ils ne savent même pas quoi regarder. Donc on a en général les pères qui se tournent vers les écrans d'alarme. Et voilà, ils se focalisent là-dessus, mais finalement ils prennent pas le temps de regarder le bébé. Et parce que le bébé, on dit, il est illisible, hein, parce qu'on ne sait pas quoi voir, on ne sait pas quoi regarder. Et là, on essaye de faire en sorte que quelque chose devienne lisible. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à le regarder pour ce qu'il est, pour ce qu'il donne comme signaux, et du coup à commencer à se rapprocher de lui. Salut Loulou. T'as bien dormi? Oh, c'est dur, hein? Salut mon cœur. Alors, là on a un passage qu'on a trouvé très important où il s'est de nouveau énervé, oui, beaucoup. Et on voit que vos caresses, on dirait que ça suffit plus. Non. En regardant ensemble le bébé, on essaye de le faire apparaître. On essaye de se dire, voilà, c'est un individu. Il a son individualité. Il pleure comme ça. On voit que c'est lui qui a envie d'arracher sa sonde. On voit que c'est lui qui a envie d'attraper la main. On le fait exister. Et ça, pour les parents, ça leur permet peut-être des fois un tout petit peu de se décentrer de cette souffrance dans laquelle ils sont plongés suite à cet événement. Tout à coup, ça fait une sorte de décalage et ils peuvent voir, ah ben voilà, en fait, il y a un bébé qui est là. Il a des besoins et peut-être je peux apporter quelque chose. Tu vois? Maman est là. C'est bon, mon cœur. Voilà. Tu te calmes? Oui. Le bébé est à la fois un être qui est sensoriel, c'est-à-dire qu'il reçoit tous ces signaux qui viennent du monde extérieur. Il les reçoit extrêmement finement. Il a déjà tout un matériel pour traiter ces informations sensorielles. Et puis ensuite, il est un être moteur qui est en mouvement. Et à travers toutes ces connexions entre ce sensoriel et cette motricité, il fait que son corps, qui est d'abord un organisme, d'abord, voilà, le bébé n'a pas le contrôle sur cet organisme. Et progressivement, dans le développement sensorimoteur, cet organisme devient son corps. C'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'il peut utiliser son organisme pour agir sur le monde. C'est le moment de la naissance de sa conscience
et de sa personnalité. Son entourage assiste avec émerveillement à cet éveil. Bonjour, Anita. Oh. Ouais, tu te réveilles. Tu es bien dans les bras de maman comme ça. Ouais. Hein? Ouais, maman est là. Anita est une petite fille que j'ai déjà suivie depuis la néonatologie, puisqu'elle est née à 27 semaines et 3/7. On va s'installer comme ça pour toi. Voilà. L'important est de respecter son sommeil, d'où ce temps qu'on a attendu ensemble d'attendre qu'elle se réveille, qu'elle ait des signes de sommeil léger où elle a un regard vigilant, elle ouvre un œil, elle le ferme, donc qu'elle puisse bouger dans son corps. C'est vraiment s'occuper du bébé quand lui vraiment cette phase de sommeil profond est passée. Parce que c'est dans cette phase de sommeil profond que l'enfant sécrète l'hormone de croissance, qui est très important au niveau cérébral. Donc on enseigne aussi aux parents, aux équipes soignantes de vraiment respecter le rythme de l'enfant. Ce que j'appelle l'éveil sensoriel, il y a déjà au niveau des sons, comme ces hochets doux que je propose, ce qui fait que je peux voir comment l'enfant est réceptif, donc il va s'orienter vers la source sonore, qu'elle soit à droite ou qu'elle soit à gauche, il va mettre son corps en mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait, Mireille? Oh, tu exagères, Mireille, me fait des sons dans les oreilles comme ça. Par exemple, là, les sons, on a vu, ça l'a mis en alerte. Elle a tout de suite sursauté. L'idée, si je continuais, je pense que je l'aurais mis dans une situation de stress et c'est pas le but. Le but, c'était de voir qu'elle s'oriente, qu'elle entend. Alors, toutes ces entrées sensorielles, le fait de montrer à des parents que leur enfant suit, c'est une compétence. Et ça, c'est magnifique. Parce que dans tout ce chemin difficile que vivent les parents dans un contexte comme celui d'être enfant prématuré, c'est long. Et de voir ce que son bébé fait, c'est quelque chose d'essentiel pour eux. Tu es prête à nous donner un sourire, presque, hein? C'est tout près. Oui. Tout près, tout près. Ça y est. Oui, Anita. Ouais. Ouais, bien. Bravo, Anita. Voilà, ça t'apaise, ça. Hein? Ouais. C'est super. Oh, Anita. Tu es mon acolyte. Voilà. C'est bien. Moi, je travaille, j'ai pas de patron, donc je peux faire un peu ce que je veux. Mais bon, je me lève, je suis taxi en fait, donc je me lève tôt le matin à 5 h pour pouvoir terminer vers 15-16 h et après profiter de lui jusqu'à 20 h. Et ça, c'est tous les jours depuis qu'il est là. Moi, je vois qu'il y a des pères qui sont plus à distance, qui le prennent pas. Ah, qui le prennent pas, ouais. Au début, c'est vrai que c'était... C'est les infirmières qui m'ont obligé, en fait. Au début, j'osais pas trop le porter, mais elles m'ont forcé, et après, ça vient tout seul, quoi. C'est un plaisir, même. Je sais qu'à 18 h, il faut lui changer sa couche, j'essaie d'être là avant pour pouvoir lui faire. Alors qu'au début, non, je laissais faire soit les infirmières et un peu la maman, quoi. On apprend le métier de papa. Et donc, on vous a dit de leur parler. Oui, exactement, de leur parler, de être très présent, de les toucher. La maman laissait même des affaires à elle dans la couveuse pour qu'ils s'imprègnent de son odeur, tout simplement. Et de toute façon, c'est ce qu'elles nous ont dit, et avec l'expérience qu'elles ont,
À mon avis, elles ont eu raison, je pense. Parce que l'évolution, bon, je ne sais pas si ça en fait partie, apparemment oui, mais l'évolution a été... c'est monté crescendo à chaque fois, donc il y a eu une descente où ils ont dû le réintuber, mais après, une fois qu'il y a eu ça, il a fait que progresser de jour en jour. Maman, il fait un bisou esquimau? Hein? Eh ouais, il fait un câlin? Hein? Est-ce qu'on fait un câlin? On fait un câlin? Il adore. Grâce à tous ces fils, à tous ces liens tissés avec le personnel médical, avec ses parents, le bébé funambule, après une traversée difficile, poursuit son chemin vers la vie. Déjà à l'intérieur de mon ventre, elle donnait tellement de coups de pied, elle bougeait tellement. Quand ils m'ont dit que j'allais accoucher, j'ai eu le sentiment, il n'y avait aucun doute, qu'elle était trop forte pour ne pas survivre. C'était un sentiment étrange, difficile à décrire, mais déjà dans mon ventre, quand je lui parlais, je sentais qu'il y avait un lien entre nous. Déjà qu'à la naissance, c'était pas évidente non plus, parce qu'on a dû les sortir d'urgence. Donc, c'était un moment très fort, quelque chose de... Oui, c'est le plus beau moment de ma vie, en fait. C'était le plus beau moment de votre vie? Ouais. Même que c'était dans l'urgence, c'était... Voilà, j'allais faire connaissance avec mes deux petits boucs, et puis... ouais, c'était très fort, très fort. Les médecins ici, les infirmières, ils sont tous à féliciter. Hein. Ils sont tous à féliciter. Ouais. Ça, c'est des miracles, ça. Ils l'ont sauvé? Ils l'ont sauvé, oui. Ils l'ont sauvé. Vous y croyez pas, en fait? Non, pas du tout. Et eux, ils ont tout fait pour me faire croire que Marianne irait très bien. Et je vous dis pas, à chaque fois, quand je rentrais chez moi les soirs, je pleurais toutes les nuits. Toutes les nuits, toutes les nuits. Longtemps, elle n'a pas eu besoin de l'oxygène. Elle s'est débarrassée de ça. Et voilà. Et c'est une vraie battante. Je suis très très fière d'elle. Donc c'est un peu elle qui vous a... Oui. Qui vous a attiré. Oui. Je me suis dit, celle-là, il faut que je sois à côté d'elle.